Solidarité ou fracture? Ce que cache vraiment l'unité affichée entre Washington, Tel Aviv et l'Europe. Officiellement, tout semble limpide. Sommets internationaux, rencontres orchestrées au sommet, conférences de presse où Américains, Européens et Israéliens affichent une détermination commune face à l'Iran ou à la Russie. À entendre leurs dirigeants, l'Occident ne ferait qu'un, tel un rempart solide contre les menaces globales. Mais derrière cette façade d'harmonie, la réalité est bien plus complexe et bien plus inquiétante. Regardons-y de plus près. Les alliés occidentaux mènent ensemble des opérations contre l'Iran. Pourtant, leurs objectifs stratégiques diffèrent du tout au tout. Pour Washington, l'équation est claire. Il s'agit avant tout de réduire les capacités militaires et nucléaires iraniennes, de protéger les bases américaines et de préserver la stabilité des flux énergétiques mondiaux. L'administration américaine cherche un résultat tangible et mesurable, avec des objectifs clairement définis et surtout une porte de sortie qui permette de présenter la situation comme une victoire à la maison. Mais Israël, lui, joue une toute autre partition. Pour Tel Aviv, l'enjeu dépasse la simple destruction d'infrastructures militaires. L'objectif est de saper durablement le système de pouvoir à Téhéran, d'atteindre le cœur même du régime, quitte à cibler des figures politiques susceptibles, un jour, d'ouvrir la voie à une solution diplomatique. Là où Washington mise sur la gestion de crise, Israël vise un changement d'architecture politique en Iran, avec des opérations ciblées qui, paradoxalement, ont parfois provoqué une réaction inattendue au sein même de la société iranienne, ravivant le nationalisme plutôt que d'affaiblir le pouvoir en place. Ces divergences ne s'arrêtent pas là. À Washington, la tension monte au sein même de l'administration. On assiste à des débats houleux, des démissions, et même à des accusations selon lesquelles la Maison-Blanche agirait davantage dans l'intérêt de ses alliés que dans ceux du peuple américain. Les désaccords ne se cachent plus, et les rivalités internes compromettent la lisibilité de la stratégie américaine. La question devient brûlante. Qui tire vraiment les ficelles à Washington? Un malaise qui s'étend jusque dans le discours officiel, où chaque démenti semble alimenter davantage la suspicion. En Europe, la crise de confiance est tout aussi palpable. Les capitales refusent de s'engager pleinement dans le bourbier du Moyen-Orient, craignant un impact direct sur leurs économies déjà fragilisées et sur leur sécurité intérieure. L'OTAN, présentée comme l'assurance-vie de l'Occident, peine à masquer ses divisions internes. On assiste à des désaccords grandissants sur la marche à suivre, non seulement sur l'Iran, mais aussi sur l'Ukraine, dont la guerre s'enlise et dont l'attention internationale se détourne au profit des tensions grandissantes au Proche-Orient. Ce qui se joue ici, au-delà des discours officiels, c'est bien plus qu'une simple différence de méthode. C'est l'autorité, la crédibilité et même la capacité de l'Occident à façonner l'avenir du monde qui vacille. Une fracture stratégique qui, si elle n'est pas résolue, pourrait durablement affaiblir l'influence occidentale face à des rivaux de plus en plus audacieux. Alors, l'Occident est-il encore ce bloc uni, ou sommes-nous en train d'assister à une fragmentation qui rebattra les cartes de la géopolitique mondiale? Pour comprendre la portée de ces fractures, revenons sur la genèse et le contexte de ces crises imbriquées. Derrière la façade d'unité, quelles sont les véritables logiques à l'œuvre? Lorsqu'on observe la scène internationale, l'image d'un Occident uni se veut rassurante. États-Unis, Israël, Europe, tous bras dessus bras dessous pour défendre la sécurité régionale, la non-prolifération et surtout la protection de leurs intérêts stratégiques. C'est le récit officiel. Face aux menaces, l'OTAN consulte, affiche sa solidarité, les grandes capitales occidentales se concertent et coordonnent leurs actions. Mais si l'on gratte un peu cette surface, les rouages de cette alliance révèlent des dynamiques bien moins consensuelles, voire de réelles fractures. Prenons le conflit iranien. À première vue, Washington et Tel Aviv semblent avancer main dans la main. Les Américains soutiennent Israël dans la gestion de la menace iranienne, surtout après une succession de frappes et d'opérations ciblées contre des figures clés du régime. L'objectif, selon les communiqués, empêcher la prolifération nucléaire, contenir l'influence iranienne, garantir la sécurité d'Israël et, par extension, celle de l'ensemble du camp occidental. Mais derrière ces objectifs affichés,
les méthodes divergent sensiblement. Israël, à travers ses opérations de liquidation contre des responsables iraniens, vise une rupture totale du jeu diplomatique. Éliminer les modérés susceptibles de négocier, accentuer la pression, rendre toute discussion impossible. Côté américain, la logique diffère. La Maison-Blanche, qu'importe l'occupant du bureau ovale, cherche moins l'irréversible que le calculé, l'événement contrôlable dont on peut tirer un bénéfice politique clair. Même un président réputé aussi intransigeant que Donald Trump n'est pas prêt à s'engager dans un conflit sans horizon, tant la politique intérieure américaine exige un bilan clair, présentable à l'opinion publique. Ce décalage stratégique, parfois imperceptible, se lit aussi dans les tensions internes à Washington. Dès que les opérations basculent dans l'escalade, les accusations fusent. Certains dénoncent une Amérique qui agirait davantage pour Israël que pour ses propres intérêts, pointant du doigt l'influence des lobbies, les jeux d'appareils et la porosité entre intérêts économiques et décisions géopolitiques. La récente démission du responsable du Centre national antiterroriste a d'ailleurs été interprétée comme le symptôme d'une crispation croissante au cœur même de l'appareil d'État américain, exacerbée par la difficulté à afficher une ligne claire sur les véritables objectifs de la stratégie actuelle. Cette brèche au cœur du camp occidental apparaît de façon encore plus spectaculaire du côté européen. Berlin, Paris, Londres, chacun à leur manière, ont signifié leur refus d'une implication militaire directe contre l'Iran. Si la solidarité verbale et la volonté de consultation restent de mise, aucun engagement concret n'a suivi. L'Allemagne se tient à l'écart, la France et le Royaume-Uni multiplient les déclarations inquiètes, mais sans jamais franchir le pas de l'action. Cela tranche singulièrement avec la rhétorique de l'unité et de la solidarité qui prévaut lorsque les mêmes capitales défendent l'Ukraine face à la Russie. Justement, cette succession de crises provoque un déplacement de l'attention internationale. Alors que l'Ukraine occupait le devant de la scène, la gestion du dossier iranien et la flambée des tensions au Proche-Orient poussent l'Europe dans une zone de flou stratégique. Les priorités divergent, la coordination s'émousse, et chacun redoute de voir l'Alliance atlantique perdre de sa raison d'être, tiraillée entre les fronts et les agendas particuliers. Même au sein de l'Alliance, la multiplication d'accords bilatéraux, comme l'engagement renforcé de certains pays aux côtés des États-Unis, la Pologne par exemple, accentue le sentiment d'une Europe à plusieurs vitesses, où la défense collective ressemble de plus en plus à une collection d'intérêts particuliers. Au fond, ce qui est en jeu, c'est la compréhension même des ressorts de la politique internationale. Si nous, citoyens européens, ne percevons pas les véritables priorités de nos dirigeants et les causes des désaccords transatlantiques, nous risquons d'être pris de court lors du prochain choc géopolitique, qu'il s'agisse d'une nouvelle flambée au Moyen-Orient ou d'un basculement du front ukrainien. L'incertitude s'accroît, l'équilibre mondial se fragilise et la capacité d'anticipation des sociétés européennes est directement en jeu. Mais cette mécanique d'alliance, si bien rodée en apparence, dissimule en réalité des divergences profondes qui menacent jusqu'à l'efficacité même du camp occidental. Quand les alliés poursuivent des buts opposés, qui contrôle vraiment la direction? C'est la question essentielle qui traverse aujourd'hui les relations entre les États-Unis, Israël et l'Europe, et dont les répercussions sont bien plus concrètes qu'il n'y paraît. Derrière la façade d'unité et les grands discours sur la solidarité occidentale, ce sont des fractures stratégiques profondes qui viennent perturber la dynamique internationale. Regardons de plus près comment ces différences de priorités et d'objectifs se manifestent, et pourquoi elles sont si lourdes de conséquences. Du côté de Washington, la stratégie est claire: obtenir un résultat mesurable et limité. L'administration américaine cherche à contenir la crise, à éviter l'escalade tout en maintenant une pression suffisante sur l'Iran. Ce pragmatisme vise surtout à réduire la menace directe, à rassurer l'opinion publique interne et à préserver les intérêts américains, notamment sur les marchés de l'énergie. Mais cette approche, résolument gestion de crise, tranche radicalement avec celle d'Israël. Pour Tel Aviv, il ne s'agit plus seulement de riposter ou de repousser une menace ponctuelle. Ce que le gouvernement Netanyahou poursuit, c'est un changement profond de la structure du régime iranien, avec, en toile de fond, une redéfinition de l'équilibre régional. Israël vise à affaiblir durablement Téhéran, quitte à déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient. Or,
ce décalage se traduit par des actions non coordonnées, dont l'impact se fait immédiatement sentir. Chaque frappe israélienne qui n'est pas approuvée par Washington crée une onde de choc sur les marchés pétroliers. Les cours du brut s'emballent, l'incertitude s'installe, et ce sont, au final, les consommateurs européens qui paient l'addition. Pour l'économie globale déjà fragilisée par d'autres crises, chaque tension supplémentaire sur le marché de l'énergie accentue le risque de récession et de crise sociale. Mais les divergences ne s'arrêtent pas là. À Washington même, l'administration traverse de sérieuses turbulences. Démissions en série, désaccords publics entre hauts responsables, critiques ouvertes sur la gestion du dossier iranien. L'image d'un leadership inébranlable vole en éclats. Cette instabilité nourrit les soupçons autour de l'influence des groupes de pression, des lobbies pro-israéliens ou pétroliers, qui seraient capables d'orienter la politique étrangère américaine au détriment d'une stratégie cohérente et concertée. Pour l'opinion, difficile alors de savoir quels intérêts priment, ceux du peuple américain, ceux des alliés ou ceux de puissants réseaux d'influence. Les effets paradoxaux de cette politique ne tardent pas à apparaître. Alors que certains pariaient sur un affaiblissement de la société iranienne face aux frappes occidentales, c'est plutôt une consolidation du régime qui se dessine. Le sentiment national, attisé par l'hostilité extérieure, renforce les conservateurs et réduit les marges de manœuvre d'une éventuelle opposition. Résultat, loin de fracturer l'Iran, les interventions occidentales pourraient bien conforter la stabilité interne du pouvoir à Téhéran, à rebours des objectifs affichés. Toute cette fragilité stratégique laisse planer une menace, celle d'une déstabilisation régionale dont le premier effet serait une crise économique mondiale. À mesure que les crises s'additionnent, la capacité de l'Occident à contrôler la situation, ou même à parler d'une seule voix, s'amenuise. L'Europe, quant à elle, se retrouve dans une position délicate, dépendante des importations d'énergie, exposée aux chocs géopolitiques, mais peu influente sur les prises de décision réelles. Un sentiment d'impuissance s'installe, aussi bien chez les décideurs que dans la société civile, alimentant les doutes sur l'avenir du projet européen et sa capacité à anticiper ou influencer les crises à venir. Et c'est là que le risque bascule du terrain géopolitique à la sphère domestique. Une nouvelle flambée des prix du pétrole ou une crise d'approvisionnement pourrait faire exploser les tensions sociales, déstabiliser les gouvernements européens et remettre en question la légitimité des institutions. Mais ces dilemmes internes ne s'arrêtent pas aux questions de sécurité ou d'énergie. Ils impactent aussi, et de plus en plus, la relation avec les partenaires européens. Ces tensions, ces rivalités et ces choix stratégiques contradictoires se répercutent sur les relations transatlantiques et bousculent l'équilibre déjà fragile de l'Europe. À quoi ressemble concrètement cette recomposition des alliances et quels sont ses effets immédiats sur le continent? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. L'Occident peut-il survivre à sa propre fragmentation stratégique? La question n'est plus seulement théorique, elle se pose aujourd'hui avec une urgence inédite. Car derrière l'image d'unité qu'affichent les Alliés, on observe, dans les faits, une crise de confiance profonde, en particulier au sein de l'OTAN, qui n'a jamais paru aussi fragile depuis la fin de la guerre froide. La multiplication des crises, du Moyen-Orient à l'Ukraine, agit comme un révélateur. Les priorités divergent, les intérêts stratégiques ne s'alignent plus, et la solidarité, jadis affichée comme indéfectible, devient conditionnelle, parfois même négociable. Regardons la situation de plus près. Les partenaires européens, épuisés par la durée et l'intensité de la guerre en Ukraine, deviennent de plus en plus frileux à s'engager militairement. Certains, comme la Hongrie de Viktor Orban, refusent ouvertement d'adhérer au consensus européen sur la poursuite de l'effort en faveur de Kiev. Orban, lors d'une récente interview, a rappelé que, s'il reconnaissait l'agression russe sur le plan du droit international, il estimait aussi que les politiques d'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne avaient, en partie, créé le contexte favorable à ce conflit. Ce discours, loin d'être marginalisé, résonne auprès de plusieurs États membres fatigués par une guerre sans issue claire. À Bruxelles, ces positions agacent, mais elles rappellent une réalité politique. Même au cœur de l'Union, il n'existe plus de véritable consensus sur la marche à suivre, ni sur l'analyse des causes profondes du conflit. De leur côté, les États-Unis, traditionnels piliers de la sécurité occidentale,
envoient des signaux de plus en plus explicites à leurs alliés. L'aide militaire, financière et politique n'est plus un acquis automatique. Washington le répète, les privilèges de l'Alliance ne valent que pour ceux qui partagent les risques. Autrement dit, ceux qui attendent protection sans s'engager eux-mêmes pourraient se retrouver isolés à l'avenir. Ces avertissements, à peine voilés, visent directement certains partenaires européens accusés de ne pas partager la charge. Mais ils témoignent d'une lassitude croissante de la classe politique américaine, dont l'attention se détourne, ces derniers mois, vers d'autres théâtres, notamment le Moyen-Orient. Prenons l'exemple du dossier cubain, où la rhétorique américaine oscille sans cesse entre menaces et démentis officiels. Washington souffle le chaud et le froid, donnant l'impression d'une diplomatie réactive, soumise aux impératifs politiques internes plus qu'à une stratégie globale. Ce flou, perceptible sur plusieurs dossiers, contribue à entretenir le climat d'incertitude au sein des alliances occidentales. Mais c'est surtout l'Ukraine qui paie le prix de cette désunion. Après plus de 2 ans de guerre, Kiev n'occupe plus le statut de crise prioritaire sur l'agenda occidental. L'Iran, désormais vu comme un foyer de tension majeure, capte l'attention des dirigeants et détourne des ressources cruciales, qu'il s'agisse de systèmes anti-aériens, de financement ou simplement de temps diplomatique. L'aide occidentale à l'Ukraine devient de plus en plus difficile à maintenir, tant financièrement que politiquement, face à des opinions publiques lassées. Le risque ? Un isolement progressif de l'Ukraine, qui se voit contrainte de naviguer seule dans un environnement international devenu plus froid, tant sur le plan matériel que symbolique. Dans ce contexte, de nouvelles logiques émergent, où la sécurité se monnaie, se troque entre régions. La Finlande, par exemple, a récemment proposé une approche innovante. Offrir des garanties de sécurité sur la mer d'Oman en échange d'une attention accrue sur ses propres frontières. Ce type de transaction illustre une tendance à la fragmentation des engagements occidentaux, chaque pays défendant ses propres priorités, parfois au détriment de la cohérence collective. Sur le terrain, les conséquences sont déjà visibles. La guerre en Ukraine ne se limite plus à la ligne de front. Les attaques de drones se multiplient, visant des infrastructures civiles, des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des centrales énergétiques, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Récemment, la ville de Novovolinsk, en Ukraine, à quelques kilomètres seulement de la frontière polonaise, a été touchée par une frappe contre une installation énergétique, privant plus de 30 000 personnes d'électricité. Des coupures d'eau, des hôpitaux au ralenti, des habitants contraints de se réfugier dans des centres de chauffage d'urgence. Voilà désormais la réalité aux portes mêmes de l'Union européenne. Ce n'est plus un simple élargissement du théâtre des opérations, c'est un message direct envoyé aux capitales européennes. La stabilité du continent est de nouveau menacée, l'illusion d'une sécurité garantie par les alliances vole en éclats. Les infrastructures civiles deviennent des cibles régulières, les populations de l'ouest de l'Ukraine vivent sous la menace, et l'onde de choc de la guerre se rapproche dangereusement des frontières de l'UE. Les attaques contre Lviv ou Novovolinsk ne sont pas des accidents isolés, elles marquent une nouvelle étape, où la frontière entre zone de guerre et territoire européen devient de plus en plus poreuse. Face à cette situation, plusieurs risques apparaissent. D'abord, un affaiblissement durable de l'OTAN, qui, en l'absence d'une réponse forte et unie, voit son autorité contestée, à la fois par ses partenaires internes et ses adversaires extérieurs. Ensuite, la possibilité de fractures irréversibles dans l'architecture de sécurité européenne. Si chaque pays commence à privilégier ses propres intérêts au détriment de la solidarité collective, l'Europe risque de redevenir un puzzle géopolitique, incapable d'anticiper ou de gérer les crises à venir. Enfin, l'isolement progressif de l'Ukraine, abandonnée en première ligne, pourrait servir de précédent dangereux pour tous les alliés qui comptent encore sur la dissuasion occidentale. Alors, dans ce contexte fragmenté et instable, que peuvent retenir les citoyens et les décideurs? Quelles leçons concrètes tirer pour l'avenir, face à la recomposition accélérée du rapport de force mondial? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Comment ne pas être dupe des discours officiels et s'adapter à la réalité mouvante des intérêts? C'est la question essentielle à se poser aujourd'hui,
alors que la crise de cohésion entre alliés occidentaux n'a jamais été aussi flagrante. Dans un contexte où les déclarations publiques insistent sur la solidarité, il devient vital d'analyser non seulement ce qui est dit, mais surtout ce qui est fait. Observons un exemple frappant. Ces dernières semaines, la ligne de front en Ukraine s'est élargie. Des drones frappent non seulement des infrastructures militaires, mais aussi des hôpitaux, des habitations, des réseaux électriques, à quelques kilomètres seulement de la frontière européenne. Plus de 30 000 foyers se retrouvent soudainement privés d'électricité, l'eau et le chauffage deviennent incertains. Les signaux sont clairs. La guerre déborde et touche désormais directement les marges de l'Union européenne. Ici, derrière chaque rapport officiel, il y a une réalité concrète qui met en jeu la sécurité de tous les Européens. Face à cela, il ne suffit plus d'écouter les messages rassurants sur la solidarité euro-atlantique. L'Europe doit apprendre à penser par elle-même, à poser ses propres priorités stratégiques. L'exemple du blocage de l'aide européenne à l'Ukraine par certains États membres, ou les débats internes sur le soutien aux réfugiés ukrainiens, révèlent à quel point les intérêts divergent. Les discours d'unité s'effritent dès qu'on regarde les actions concrètes, qu'il s'agisse de l'approvisionnement énergétique, de la gestion des migrations ou du financement de la guerre. Pour les citoyens, cette recomposition n'est pas abstraite. Elle se traduit par des incertitudes sur l'approvisionnement énergétique, des hausses de prix, et même, pour certains, une inquiétude sur la stabilité au quotidien. Les tensions sur la mobilisation en Ukraine, relayées jusqu'en Allemagne, où les débats sur le retour des hommes en âge de combattre deviennent publics, soulignent combien ces fractures résonnent directement au cœur des sociétés européennes. Dans ce contexte trouble, il devient crucial de cultiver une vigilance critique. Les manipulations informationnelles, la défiance qui gagne les institutions, tout cela ne peut être combattu qu'avec une opinion publique informée et mobilisée. Les médias indépendants, les analystes, mais aussi les citoyens engagés, jouent ici un rôle clé. Exiger des comptes, croiser les sources, refuser la passivité face aux narratifs dominants. Ignorer ces leçons, c'est risquer de subir les choix des autres sans les comprendre et de perdre peu à peu toute capacité d'influencer son avenir. Pour rester acteur dans cette époque d'alliances incertaines, il faut apprendre à décoder, à anticiper et parfois à agir autrement que ce que suggèrent les discours officiels. Alors, comment s'orienter dans cette nouvelle donne où plus rien n'est figé? Le futur dépend de notre capacité à voir au-delà des apparences. Alors que les images de sommets internationaux et de poignées de main laissent croire à une cohésion sans faille entre les alliés occidentaux, la réalité, elle, est bien plus complexe et parfois inquiétante. Nous venons de le voir. Les tensions entre les États-Unis, l'Europe et Israël, apparues au grand jour à travers la gestion simultanée des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, témoignent d'une crise profonde de confiance et d'intérêts partagés. Ce qui se joue actuellement, ce n'est pas seulement le sort d'un pays ou d'une région, c'est l'équilibre même de la sécurité européenne, de notre économie et, plus largement, la capacité de l'Occident à définir sa place dans un ordre mondial en pleine recomposition. Les débats de plus en plus publics en Allemagne sur le retour des Ukrainiens en âge de combattre, la dépendance de Kiev à des décisions financières et législatives qui peinent à aboutir, ou encore la tentative de l'Ukraine de convaincre l'Europe qu'elle reste un partenaire clé grâce à des projets stratégiques comme la restauration du transit pétrolier. Tous ces exemples révèlent le jeu de rapports de force, d'intérêts nationaux parfois contradictoires et de calculs politiques à court terme. Même la proposition du président finlandais d'échanger une implication européenne dans la sécurité du détroit d'Ormuz contre la garantie du soutien américain en Ukraine, bien qu'encore marginale, montre à quel point les anciennes règles des alliances sont en train d'être réécrites. L'Allemagne et le Royaume-Uni n'y sont pas favorables, mais le simple fait que cette logique de troc sécuritaire s'invite dans les discussions officielles en dit long sur l'érosion des automatismes stratégiques qui ont structuré l'Occident depuis des décennies. Face à cette situation, le plus grand risque serait de se contenter d'une lecture superficielle, de se rassurer derrière l'apparente unité affichée par les dirigeants, sans questionner ce qui motive réellement les choix et les priorités de nos gouvernements. Laisser les décisions globales se prendre dans la discrétion des chancelleries,
sans surveillance citoyenne ni débat public, c'est accepter de subir passivement les conséquences de crises que d'autres auront modelées à notre place. Or, ces conséquences sont bien réelles. Elles touchent la sécurité, l'énergie, le coût de la vie et même la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale. Comprendre les fractures qui traversent aujourd'hui les alliances, c'est se donner les moyens d'anticiper les crises de demain, de demander des comptes à nos responsables et surtout, de participer activement à la définition d'un avenir commun. Les temps incertains exigent de la vigilance, de la curiosité et un engagement critique constant. Restez attentifs, informez-vous, challengez les discours. Car, au bout du compte, c'est notre capacité collective à décoder ces dynamiques cachées qui déterminera notre influence sur le futur. Merci d'avoir suivi cette analyse. Ensemble, continuons à décrypter le monde pour mieux le comprendre et, qui sait, peut-être aussi pour le transformer. À très bientôt.